MLAC, c'est la structure qui a vraiment mené le combat, qui a permis d'arriver à la loi Veil, puisque la loi Veil, contrairement à ce qu'un certain film est passé à la télé il y a quelque temps, prétendait, la loi Veil n'est pas sortie de la tête de Simone Veil un beau jour, ou de celle de Giscard d'Estaing, mais d'une situation de fait qui a été créée. Alors, le MLAC a donc été une structure dont on va vous parler. Le MLAC a été créé en 1973. Il était présidé par Monique Antoine, qui était avocate au procès de Bobigny, parce qu'il n'y avait pas que Gisèle Halimi au procès de Bobigny. Et il avait comme vice-présidente Simone If, représentant le planning, et Jeannette Lahotte, représentant la CFDT. Donc déjà, ça nous donne une indication de ce que va être ce MLAC, dont on va entendre parler. Et alors, je demande à Pauline Hillier, la voilà, de venir avec nous. Alors, pourquoi un dialogue, bonjour, oui, alors j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de dire que le MLAC avait comme trésorière... Disez-moi. Ah bon, pardon. Alors, moi, j'avais trouvé dans les papiers de Monique Antoine. Bon. Donc, secrétaire générale, Claudine Bachet, qui est donc avec nous aujourd'hui et qui donc va nous transmettre la mémoire de ce combat extraordinaire. Et le mot n'est pas galvaudé. Et alors, nous allons instaurer ici un dialogue avec Pauline Hillier des Femen. Alors, pourquoi mettre en relation ces deux mouvements du MLAC qui a été... J'avais écrit un mouvement de masse, c'est un peu exagéré par rapport à une certaine définition des mouvements de masse, mais ça n'est pas exagéré par rapport à d'autres points, parce que le MLAC a vraiment été un mouvement qui a uni de façon très large toutes sortes de militantes et de militants, qui représentaient des organisations, mais qui étaient mandatés à titre personnel, de façon à prendre des décisions rapides, qui étaient animés sans doute de motivations diverses, mais que tout ça... Alors, il y avait dedans donc le planning familial, il y avait des médecins du GIS. Le GIS, c'est Groupe Information Santé, c'est un mouvement de médecins post-68, qui s'interrogeait sur la santé. Il y avait des signataires des 331, c'est-à-dire 331 médecins qui, sur le modèle des 343, avaient signé un manifeste s'accusant d'avoir pratiqué des avortements et de vouloir continuer à le faire. Et il y avait toutes sortes de syndicats, il y avait des mutuelles, comme l'AMNEF, il y avait des groupes politiques, un petit peu tout ce qu'il y avait dans le panorama de l'extrême gauche de l'époque, Lutte ouvrière, la Ligue communiste révolutionnaire, l'AMR, l'Alliance marxiste révolutionnaire, Révolution, le syndicat des travailleurs sociaux, le PSU, dont on ne sait plus ce que c'était, mais qui pourtant, à l'époque, c'était pas rien, et Confédération nationale des associations familiales. Alors, de ce point de vue, le MLAC, c'est très différent des Femen. Mais le rapport qu'il y a avec les Femen, je pense, en tout cas la confrontation est intéressante, c'est sur les formes, le choix des formes de lutte, des luttes illégales et spectaculaires, évoquant la désobéissance civile, et avec le combat pour la laïcité et le droit au blasphème. Et je pense que de ce point de vue, le dialogue entre ce qu'a été le MLAC et ce que font les Femen aujourd'hui peut être intéressant. Donc je passe la parole à... Ah bon? Alors moi, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. On m'a invité aujourd'hui, puis on m'a proposé un peu une règle du jeu pour instaurer la discussion entre nous, qui était autour de nos points communs et puis de nos différences et de nos parcours dans l'activisme, d'essayer de dialoguer, de faire des ponts donc entre votre génération d'activistes et la mienne. Donc j'ai préparé mes questions, j'étais disciplinée. Et donc voilà, je vous propose d'en discuter ensemble. D'abord, ce qui m'a questionnée par rapport à Femen et à mon expérience de militante de rue, puisque chez Femen, finalement, on n'est pas
pas des politologues ni des féminismes de la parole, mais notre objectif, c'est vraiment de saisir la rue et de répondre à un besoin presque viscéral de prendre possession de nos corps et de l'espace public pour revendiquer nos droits. Donc du coup, c'est ce qui m'a intéressée, c'était de savoir, parce que pour nous, c'est une forme de pression de saisir la rue, de pression sur la société, sur les lois qu'on peut faire évoluer, les mentalités qu'on peut faire évoluer. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a poussé, vous, il y a 40 ans, à saisir la rue et à investir l'espace public? Ben écoutez, je ne sais pas, parce que beaucoup de choses a été dit sur l'historique par Françoise Pic, mais à propos de la rue, je voudrais dire quand même qu'effectivement, à l'origine, entre autres du MLAC, enfin moi, où j'étais, c'était en rejoignant le GIS, le groupe Information Santé, sur les problèmes de contraception, sexualité, avortement. Et donc, effectivement, on a été toujours en pleine désobéissance civile. Le manifeste des médecins a été organisé par les médecins du GIS. Nous avons fait une conférence de presse à l'époque. Nous avons pensé qu'on serait peut-être arrêté à la sortie, mais nous avons eu une couverture médiatique extraordinaire. Et ça correspondait à l'époque, à propos de la rue, où on faisait toute fois par semaine un accueil, d'abord rue Buffon, puis au Jardin des Plantes, où se venaient rencontrer des militantes, les femmes qui étaient en situation d'avortement. Donc ça se passait dans la rue, dans le jardin, ce qui n'était pas forcément extrêmement confortable, surtout à partir du moment où, après la conférence de presse et une couverture médiatique, je dois dire importante, mais avec un article de Madame Wolinski qui disait que le problème de l'avortement était réglé en France. Ceci dit, je pense à elle pour la situation actuelle, et je remercie Wolinski qui nous avait fait un très beau dessin aussi sur le MLAC. Bon, et donc, à l'initiative de Simonif, rencontrée par Monique Antoine, c'est-à-dire que le MLAC, Monique Antoine entre autres et tout ça, j'ai eu l'impression que c'était tombé dans les poubelles de l'histoire, et je suis très contente qu'aujourd'hui on nous fasse participer à ces débats, parce que c'était des hommes et des femmes mais aussi des hommes qui n'étaient pas forcément hyper médiatisés, quoi. Bon, donc à la suite de cet afflux, le GIS d'ailleurs, qui étaient plutôt des activistes sur des thèmes qui ont été comme l'amiante, les problèmes de soins à l'hôpital, etc. On dit, nous, le GIS, on a fait ce qu'on a pu maintenant. Il faut que vous constituez un mouvement réunissant effectivement des personnalités politiques, enfin toutes ces qui pouvaient être intéressées et concernées. Et donc, voilà, ce serait sympa. Alors, Monique Antoine, toi, tu es formidable, tu t'es occupée des problèmes de l'Algérie avec des positions qui n'étaient pas les plus, comment dirais-je, légales de l'époque. Toi, tu vas être présidente, et puis toi, Claudie, tu seras secrétaire générale, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, juste un peu comme ça. Bon, et puis on a contacté, bien entendu, Simonif, Jeannette Lahaute, qui était en tant que personne représentant son association. Elle était de la CFDT, mais elle était en tant que personne. Et puis tous les groupes politiques, trotskistes, maoïstes, etc., que vous pouvez imaginer à l'époque. Bon, nous, donc, Monique Antoine Alloué a trouvé un local à louer rue Vieille du Temple, et c'est là qu'avec des féministes, on a organisé à la fois des accueils bordéliques, mais efficaces pour les femmes, pour les écouter, pour les informer sur la contraception, sur l'avortement. C'est de là qu'ont été organisés des voyages, en dehors de ce qui pouvait se faire au planning, en voyage en Hollande et en Angleterre. C'est là où aussi, pour certains cas, il y avait des avortements qui se passaient grâce à la méthode Karman
dans des appartements. En fait, tout ça, c'était et bordélique et dans la rue, avec des manifs dans la rue. Voilà, pour retrouver la rue. Il y avait un autre point sur lequel j'avais envie de vous entendre, parce que c'est un peu central dans notre combat, nous, à Femen, pour la défense du droit à l'avortement, qui est menacé en Europe, qui est loin d'être acquis partout dans le monde et qui, souvent en France, relève du parcours du combattant. Nous avons identifié comme ennemi du droit à l'avortement, comme ennemi principal, à notre sens, c'est les religions, le poids de la religion. Du coup, c'est la manière dont nous avons choisi de nous exprimer souvent. On a fait une campagne l'année dernière qui a fait parler d'elle, s'appelait Christmas is cancelled, Noël est annulé, où on imaginait donc dans des églises catholiques l'avortement du fœtus, donc de l'enfant Jésus, en imaginant si donc Marie avait eu le choix, si elle avait eu le choix de jouir librement de son corps, puisqu'elle, la pauvre, ça lui a été imposé. Donc, merci. Du coup, le poids de la religion catholique, nous, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ressent énormément. Je parle non seulement des témoignages et des militantes françaises, mais aussi on travaille beaucoup en ce moment avec les militantes espagnoles à Madrid, avec lesquelles on a mené des actions et qui, elles, pour le coup, en termes de poids de la religion, elles le subissent de manière hyper oppressante. On a aussi des militantes en Pologne qui souhaitent faire une action avec nous et qui relèvent ce point qui est aussi à leur sens crucial. En Irlande, on a essayé de mener une action où là carrément l'action a été faite dans l'église sur ce même principe de l'avortement de l'enfant Jésus, et les médias ont refusé de diffuser les images ne sont jamais sorties. Donc nous, on trouve encore que la religion suffoque les femmes. Donc je parle de la religion catholique, mais ça n'est pas à l'exclusivité de la religion catholique. J'aurais voulu savoir quel était le poids de la religion sur les femmes il y a 40 ans et comment, si finalement vous identifiez la religion comme un ennemi de l'avortement, et si vous usiez donc de votre droit au blasphème comme nous le faisons pour que les morales religieuses s'effritent et pèsent moins sur les combats féminins. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous que les religions sont toujours l'ennemi des femmes et de leur liberté et de l'évolution. D'ailleurs, si j'ai été une militante de combat de l'avortement, j'ai été après une militante des problèmes de la fin de la vie. Et j'en dis un mot parce que ça m'intéresse beaucoup, ça intéresse peut-être les anciennes féministes, les jeunes, c'est pas encore leur époque, mais voilà un sujet qui était parmi les promesses de notre président de la République et qui régresse tous les jours sous le poids effectivement des lobbies religieux. Donc c'est toujours pour la marche en arrière. Donc je suis d'accord avec vous, et dans tous ces pays où ça pèse. Alors effectivement, votre mode d'intervention, il est scandaleux, entre guillemets, mais nous, on était scandaleuses rien qu'en faisant ce qu'on faisait, en parlant, en accueillant des femmes qui pouvaient parler de leur désir d'interrompre leur grossesse ou même de leur désir de garder l'enfant, parce que quelquefois des parents emmenaient des filles pour qu'elles avortent parce que c'était pas possible qu'elles aient un enfant dans ces conditions. Donc on a rencontré le tout, et toujours dans le poids d'une image paternaliste, et soutenue par la religion, c'est sûr. Merci. J'avais aussi envie de vous parler de votre rapport aux autorités étatiques et de la manière dont vous défiez finalement la légalité. Alors nous partons du principe que nombreuses sont les lois qui ont été créées sans nous, parfois contre nous. Donc nous estimons qu'on est dans notre droit finalement de ne pas les suivre. Donc on a un rapport à la légalité un peu borderline. Ça nous amène souvent en détention ou alors on a des poursuites pénales. Et je profite de l'Assemblée réunie aujourd'hui pour rappeler qu'une de nos militantes, qui s'appelle Héloïse Bouton, qui a mené donc une action pour défendre le droit à l'avortement, elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, ce qui est très grave, comme délinquante sexuelle, donc pour exhibition
l'exhibition sexuelle parce qu'elle défendait avec son corps, en venant clamer que son corps lui appartenait, parce qu'elle défendait donc le droit à l'avortement. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement préoccupant, puisque finalement on ramène la femme militante qui veut jouir librement de son corps à une malade mentale, puisque l'exhibition sexuelle, c'est quand même, ça relève un peu de la pathologie. Ça veut dire qu'elle va avoir un casier judiciaire, elle n'aura plus le droit de s'approcher des écoles. Enfin, on trouve ça extrêmement grave que les autorités mettent encore la femme qui milite dans ce coin, donc la fameuse hystérie, comme on pouvait appeler ça. Et donc, je voulais un peu avoir votre opinion sur la nécessité de s'opposer aux autorités et connaître un peu quelles avaient été pour vous les conséquences pénales de vos actes, et donc à quel point vous aviez aussi sacrifié vos libertés pour défendre celles de toutes. De toute façon, on pensait toujours qu'on irait se reposer en prison et que vu que c'était très fatigant la lutte, ce serait pas si mal. Mais il se trouve qu'on était à une période charnière politiquement et que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles enfin, je ne suis peut-être pas au courant de tout, mais il n'y a pas eu de poursuite pour rien, ce qui était paradoxal. Bon, on a eu une petite bombinette devant la porte de la rue Vieille du Temple, de la permanence, mais bon, puis on était pas mal avec la police, parce que après tout, ils avaient des femmes aussi qui étaient bon. Mais c'était, je crois, la période, et je crois d'ailleurs, c'est vrai qu'on a gagné ce combat, mais je dirais, je ne suis pas sûre que tout le monde sera d'accord avec mon analyse politique, mais on passait d'une période où le capital avait besoin d'ouvriers bien stables avec des grandes familles, à une période où on parlait de la mobilité. Et la mobilité, ça se fait plutôt quand on n'a pas de trop grande famille. Donc, je pense qu'on a gagné, on s'est battu, mais peut-être que le capital, ça lui convenait mieux que la façon des familles change. Voilà. Bon. Mais pour revenir à ce que vous dites, effectivement, un truc que je dis souvent à la police, quand pour une raison quelconque, parce qu'on s'avance, parce qu'il y a un contrôle d'identité, et qu'on dit qu'est-ce qui se passe, et qu'on dit vous n'avez rien à faire là, c'est la loi, de rappeler que la loi dans les années 40, ceux qui la suivaient, c'était pas les bons, c'était les autres, ceux qui la défiaient. Bon, alors... Non, alors Françoise me signale que c'est terminé, donc pour conclure, peut-être je voudrais insister sur l'importance d'internationaliser le combat, parce que c'est tellement loin d'être acquis, et que le droit à disposer de son corps, c'est pas l'apanage des femmes occidentales aussi, donc c'est un combat qui doit s'endurcir ici, être déterminé, mais aussi s'exporter à l'international, c'est ce que nous on essaye de faire, et que l'intergénérationnel on en a besoin, la transmission on en a besoin, du coup je vous invite toutes à venir manifester seins nus avec nous pour le jour de notre prochain combat. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être attendre l'été pour manifester seins nus. Non, je crois que, je ne sais pas, enfin, j'ai débordé, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, et j'ai répondu à vous, et c'est très plaisant de vous avoir avec des fleurs en pareillement. plus.